C'est marrant, j'avais pas revisité ces moments depuis longtemps. Ça a été les moments où j'ai eu l'impression de, pour la première fois de ma vie, déposer mon sac à dos. Quel pied. Dans la mind map que tu m'as envoyée, tu m'as évoqué l'importance de choisir tes croyances. Hmm. Et il y a une croyance que tu as choisi de mettre en avant, c'est que tu considères que tu es 100% créateur de tout ce qui t'arrive. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Ça va rebondir un petit peu sur ce qu'on évoquait juste avant, mais je pense que ça va le préciser ou l'élargir. Génération, ouais. Ouais. Donc, Euh, oui, donc ça vient, bah, c'est une conséquence en fait de système de croyance sur le fait que le futur dépend de ce que je vibre à l'instant T, quoi. Euh, et donc oui, je pars du principe que je suis 100% responsable, 100% créateur de tout ce qui m'arrive, y compris, tu vois, je sais pas, dans une relation qui ne m'honorerait pas peut-être, bah, je pars du principe que je suis 100% créateur et responsable de la relation en entier. Je pars du principe aussi que la personne en face est de son côté 100% responsable elle aussi, mais en fait, c'est pas dans ma sphère d'influence sa partie, quoi. Moi, je suis 100% responsable de l'intégralité. Elle aussi, du coup, on est en tout 200% responsable de l'intégralité. Euh, donc c'est assez empirique comme constat aussi. Donc je me suis rendu compte en observant les moments où j'étais dans des parts blessées, ce qui se manifestait à ce moment-là, donc en fait, c'était juste, donc quand il m'arrivait des galères, des trucs qui me convenaient pas, des trucs dont je me plaignais, etc., c'était juste principalement moi en fait qui avait induit ça consciemment ou pas. Et que quand j'ai connecté, là depuis plusieurs années, on a connecté à une abondance importante, hein, enfin vraiment une fluidité, une facilité euh, euh, qui nous honore beaucoup et on nous dit qu'elle est rare, donc bah, je veux bien le croire, j'en sais rien. Enfin, je vois que enfin, c'est pas de la chance, c'est pas un hasard, c'est une histoire de vibration et d'avoir bossé suffisamment sur nos parts blessées pour laisser de la place à notre part souveraine et que la vibration de cette part-là est du champ quoi, pour se manifester sans vraiment de limite. Euh, voilà, ce qui est bien, donc c'est très dur à entendre pour les personnes qui sont euh, agressées, enfin pour des personnes qui vivent des schémas traumatiques très durs. Cette croyance-là, elle est super dure à entendre. Et en fait, et, donc- bah, ce sera peut-être un sujet que tu évoqueras avec Florence aussi, qui a eu un passé traumatique très très dur. Mais elle est aujourd'hui, en tout cas, je pense pas trop m'avancer en disant qu'elle est dans cet aquarium-là aussi. Elle était créatrice de ce passé-là. Mais ça demande par contre d'envisager une étape avant l'incarnation pour comprendre ça. Comme si, euh, comme si les âmes, si on veut, donc ça va peut-être être un peu plus perché là, que ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, mais comme si les âmes se mettaient d'accord avant de descendre sur Terre sur le genre de profil, de parcours qu'elles allaient vivre et le genre de relations qu'elles allaient vivre ensemble. Donc il y a des spiritualités dans lesquelles c'est extrêmement clair, ça. Jusqu'en Occident, c'est pas très très répandu, cette spiritualité-là ou ces systèmes de croyances. Nous, l'expérience, l'histoire, nos recherches nous laissent penser que c'est quand même tout à fait recevable quoi, comme hypothèse. hmm. C'est clair, c'est ce point-là, comme c'est cette histoire de 100% créateur. Et moi, c'est fondateur pour moi. C'est fondateur pour tu vois, quand on accompagne des dirigeants, le cadre qu'on pose, c'est un cadre 100% responsable. Et même on le définit un peu plus, hein, ça veut dire pas de déni, pas de justification, pas d'accusation. Et si jamais il y en a, on est co-vigilant en permanence du fait de s'alerter sur les possibilités de déni, justification et accusation et, euh, et de se le faire savoir, quoi, avec des pincettes, sans pincettes, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc on est très vigilant sur la typologie de personnes qu'on embarque. C'est dans l'ensemble des personnes qui sont nativement, enfin qui ont déjà fait un petit bout de chemin là-dessus et à qui ça parle en fait. C'est pas des personnes qui vont se cacher dans une espèce de posture de victime et s'accrocher à leur posture de victime. C'est des personnes qui sont parfois en posture de victime, mais sont plus OK pour y rester, pour s'y accrocher. Ouais. Bah, merci pour ça et c'est un grand plaisir d'échanger avec toi aussi pour ça. C'est-à-dire que effectivement, la plupart du temps, partager ce point de vue-là, le mettre sur la table en disant
je considère par définition, par essence, je mets ça, c'est une croyance que j'alimente. Le fait de me sentir 100% responsable de ce qui m'arrive, c'est avec ça que je vais aborder. C'est le premier truc avant le reste. Et des fois, quand on l'oublie, c'est bon de le ramener à l'endroit où ça devrait être. C'est avant toute chose. On peut avoir tendance, en tout cas, moi, je peux avoir tendance à l'oublier de temps en temps et à partir dans des récits qui sont alternatifs à ça. Malgré tout, par réflexe, ça arrive. Mais là où je trouve du sens, c'est ça. Et ce que je trouve très beau dans la façon dont tu l'as évoqué, ça m'a fait surgir une sorte d'image où en fait, à la fois, on est en train de mettre un genou à terre devant ce truc-là. Et à la fois, c'est ça qui révèle la puissance de mettre le genou à terre. Il y a vraiment ce mouvement assez double, à la fois en bas et en haut, en même temps. Donc plus grand, plus profond, et peut-être même plus large en même temps. Bah, je sais pas, tu peux définir ce que cette image-là, mettre un genou à terre, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, parce que dans le retour qu'on me fait quand je pose ça sur la table, le fait de dire, moi, je considère que je suis 100% responsable de ce qui m'arrive, il y a énormément de résistance à ça. Il y a énormément, ça réveille les petites voix de à peu près toutes les personnes avec qui je l'ai partagé. Et donc, du coup, ce que j'ai accepté, moi, c'est de mettre un genou à terre devant ce truc-là. C'est de dire, ça, c'est mon point de départ. Et je Ça ne doit vais être pas le accepté. questionner. Donc même, en fait, j'ai pas d'explication avec les âmes, avec les. Je me suis juste dit, je me plie à un truc de départ, c'est ce truc-là. Quand j'ai envie de travailler, Ok, c'est par là que je passe. Donc du coup, c'est là où je mets un genou à terre parce que je cherche pas à argumenter, je cherche pas à expliquer. Je ok, dis juste, hyper clair. quand je quand je pars de ce point de départ, c'est beaucoup plus fort les choses. C'est beaucoup plus et ma puissance est derrière ce truc-là, j'ai l'impression. Mais Mm. pour autant, Euh, toutes les petites voix, elles disent, tu peux pas dire ça, comme si justement c'était trop c'est trop radical et quelque part il y a une espèce de ça crée une sorte de bug en fait en face de partir de ce postulat. Ça crée le bug. Oui, mais c'est assez simple en fait. Enfin, en tout cas, avec ma fenêtre, c'est assez simple. Le bug qui est créé, c'est que on est dans, enfin, dans nos sociétés. En tout cas, moi, j'ai été conditionné à fonctionner dans un triangle qui est assez connu en développement personnel, hein, qui est le triangle victime, bourreau et sauveur, ou victime, auto-bourreau et sauveur. Et cette croyance comme quoi bah, je suis pas 100% responsable de tout ce qui m'arrive, elle va complètement elle est dans le triangle. Et c'est très confortable en fait, hein. Et donc moi j'ai été conditionné, consciemment, inconsciemment, enfin une bonne partie de ma vie en fait. Parce que bah, c'est ok d'être dans le triangle, c'est ok d'avoir des postures de victime, c'est ok d'avoir des postures de sauveur. Bon, c'est un peu moins ok d'avoir des postures de bourreau. Mais en fait, c'est tout à fait ok d'avoir des postures d'auto-bourreau, de se le flageller soi-même. Moi, je suis issu d'une famille bien sous tout rapport, mais en fait, dans laquelle c'est tout à fait OK d'avoir ça. Et donc, quelqu'un à qui on vient dire, non, en fait, tu es 100% responsable de ce que tu vis, on lui retire du coup son échappatoire de se sentir victime. Et on lui met le nez sur le fait qu'il a été auto-bourreau sans doute pas mal de fois, ou sauveur, et tout ça, ça s'est enchaîné joyeusement. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas spécialement l'élan d'aller bosser sur ces sujets-là ou reconnaître ça, bon, effectivement, c'est souvent perçu comme violent et souvent perçu comme pas recevable. Donc là, la petite voix, elle adore dire non, mais c'est des conneries, tout ça, si c'était vrai, ça se saurait, etc. Regarde, prends l'exemple de ma cousine à qui il est arrivé tel truc, j'en sais rien, et puis là, on va sortir un exemple, là, quand même, c'est pas elle qui a pu créer ça. Si, en fait, et ils sont pas prêts à l'entendre. Euh, donc, ça coupe cet échappatoire qu'André Charbonnier appelle l'identité refuge de victime. Euh, ah, non, c'est pas lui qui en parle. En fait, il parle d'identité refuge. Donc, ça, c'est une combinaison qu'on a faite. L'identité refuge de victime que je trouve hyper parlante. En fait, quelqu'un qui porte ce masque-là et ça lui tient tellement chaud, c'est tellement structurant pour lui depuis longtemps que bah, c'est dur en fait de le retirer. Parce qu'il y a une peur de mourir en fait, en retirant cette espèce d'exosquelette de victime qu'une personne peut porter. La plupart du temps, la peur qui est au fond, c'est la peur de disparaître, quoi. Enfin, la peur que sous l'exosquelette, il n'y a rien, quoi. Voilà, moi, ça m'amuse beaucoup d'aller titiller ça, questionner ça et d'aller transmettre à ceux qui en ont l'élan. Je suis plus sauveur j'ai été très très sauveur pendant longtemps. Donc bah, j'ai bossé sur cette blessure que je porte plus. Euh, En tout cas, je suis vigilant, mais j'ai l'impression d'avoir radicalement dissous celle-là. Donc moi, ça m'amuse énormément d'aller titiller les personnes qui en ont l'élan,
et d'aller les accompagner sur ce terrain-là, de devenir 100% responsable. Gros kiff ça. Ouais. Bah oui. Et puis chouette contribution, chouette expérience. Oui. Ouais, Euh, tout à fait. C'est vraiment le changement que je veux voir dans le monde, en fait, hein. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Chaque personne 100% responsable de plus, enfin, pèse dans cette balance là de vibration, etc., dans cette balance dont tu évoquais. Pour moi, les changements majeurs qu'on peut espérer viendront de ça. En fait, ils viendront de gens souverains, 100% responsables, pas forcément très nombreux, mais qui brilleront aussi fort qu'ils sont appelés à briller et qui décideront de laisser leur part blessée à leur juste place, hein, c'est-à-dire sous la forme d'une cicatrice, quoi, pas plus, quoi. J'ai une question qui me vient par rapport à l'émergence de cette puissance et à la dissolution des peurs. En fait, j'ai l'impression que il y a comme une sorte. Alors, c'est évidemment de là d'où je regarde parce que je sais pas si tout le monde dirait ça comme ça, mais il y a comme une sorte de si on a peur de rien, on va tout détruire. Enfin, on va. Il y aura plus les garde-fous, c'est les peurs en fait pour la plupart des gens. Et donc du coup, le fait de réveiller cette puissance-là, qu'est-ce qui t'arrête dans l'expression de cette puissance? C'est quoi les limites? Puisque c'est pas les peurs, c'est quoi? C'est une bonne question. Bah déjà, ça vaut peut-être le coup de se demander si on a peur de rien. C'est-à-dire, la phrase que tu as utilisée, si on a peur de rien, on va tout détruire. Je crois que c'est ça qui a été utilisé. Hmm. Donc, cette croyance-là, ce sera intéressant de voir d'où elle vient. Vu de ma fenêtre, est-il possible qu'elle soit issue d'une bordée de génération de pères vides? Enfin, tu vois, de torsion en fait de la notion de puissance. C'est écrit nulle part hein, que si on a peur de rien, on va tout détruire. C'est écrit nulle part que si on exprime sa puissance, on va tout détruire. Et là, mais j'entends très bien qu'il y a dans l'inconscient collectif aujourd'hui, il y a cette croyance-là que si tu as peur de rien, tu vas exprimer ta puissance pleine balle. Si tu exprimes ta puissance pleine balle, bam, la probabilité que tu fasses des dommages collatéraux, ou pas collatéraux du tout d'ailleurs, centraux, est majeure. Donc moi, ça c'est une croyance. Bah, déjà, je pense que c'est une croyance et je m'y relie pas du tout. Quelles sont les limites que je me fixe? Je crois que je me fixe en fait pas de limite. La part souveraine. On nous avait posé la question dans un des groupes de dirigeants qu'on accompagnait, mais si je laisse ma part souveraine faire tout ce qu'elle veut et que ma part souveraine elle veut tuer quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Ça me paraît un cas complètement théorique parce qu'en fait, j'ai jamais rencontré une part souveraine qui veuille tuer quelqu'un. Mais je crois même fondamentalement que ça n'existe pas en fait. Euh, le, c'est pas un truc de bisounours comme quoi la part souveraine, elle est forcément que tout amour, etc. Mais, euh, mais vraiment, je ne vois aucun espace dans lequel les parts souveraines que j'ai pu rencontrer, des personnes que j'ai pu rencontrer, et scanner. J'ai vraiment l'impression de les avoir scrutés, quoi. Vraiment regardés à la loupe. Mais il n'existe aucun monde en fait dans lequel cette part a envie de tuer qui que ce soit, même dans un monde complètement effondré, même dans un monde une forme de manque absolu, etc. Non, donc euh, pour moi, la part souveraine n'a pas spécialement besoin de limite. Enfin, tu vois, je sais pas, un soleil, on ne fixe pas de limite au soleil, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc peut-être qu'un jour, effectivement, le Soleil va devenir une supernova, machin, va nous cramer. Bon, bah, ouais, je sais pas s'il faut lui fixer des limites pour autant. Je sais pas, cette histoire de limite, ça me paraît complètement orthogonal à la notion de part souveraine. Et Ok. donc, si je réponds à la question, je fixe des limites, j'ai jamais posé ces questions-là. Euh, je suis très vigilant sur ce qui m'honore pas. Je fixe des limites. Oui, est-ce que je me fixe moi des limites? Euh, bah, si j'identifie une part blessée et que j'ai pas encore pris le temps de la dissoudre, je vais lui fixer des limites, oui. Donc je vais aller cantonner, mettre une espèce de camisole à cette part blessée le temps que j'en fasse le tour, le temps que je l'ausculte, que je l'observe au niveau de granularité dont j'ai besoin avant de la dissoudre. Euh, mais me fixer me fixer des limites à ma part souveraine, ça, non, je n'arrive pas à imprimer, là. Hmm. Ça te va comme réponse. Ça me va comme réponse et c'était pas vraiment est-ce que tu t'en fixes ma question donc je vais te reposer malgré tout la question c'est comment tu rencontres des limites est-ce que tu rencontres et comment tu rencontres si oui
les limites en exprimant cette part souveraine et cette puissance? Bon point. Bonne question. Donc c'est bah, pas beaucoup en fait. Pas beaucoup, parce que là, comme on fonctionne depuis des années en part souveraine à fond, il y a quand même beaucoup de fluidité quoi, dans ce qu'on vit. Euh, c'est peut-être important de préciser qu'on a lâché les attentes dans ce parcours-là de dissolution des peurs, on a lâché les attentes, on a lâché les objectifs. Puisque pour moi, une attente embarque quasiment systématiquement une vibration de manque et du coup vient d'une part blessée, quoi. Et donc c'est contre-productif hein, pour moi, l'attente et les objectifs. On est beaucoup plus vigilant sur nos intentions par contre, mais des intentions du coup sans attente, quoi. Je vois avec les enfants, toujours terrain de jeu hyper intéressant, hein, parce que c'est un terrain de jeu sur le besoin de contrôle ou lâcher prise, etc., qui est hyper cool. Là, effectivement, je pense que j'ai touché des limites, mais c'est des parts blessées qui ont touché des limites. C'est une part de moi qui voulait contrôler en fait ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent, comment ils se comportent, etc. Et, euh, et puis eux qui m'ont fait passer le message d'une manière ou d'une autre que bon, il y avait une part euh, de ce chemin-là ou de ces demandes-là qui étaient recevables, et puis une part qui n'était pas du tout recevable, quoi. Euh, c'est ça qui me vient. Et quand on a l'impression que ça frotte quelque part, par exemple quand on a un élan, c'est particulièrement vrai professionnellement. C'est même vrai en perso, mais juste on constate pas trop les limites en perso. Euh, Même pro, en fait, théoriquement, je sais pas, on pourrait avoir l'élan d'un nouveau programme, d'un nouveau type d'accompagnement. Donc on le fait aujourd'hui depuis l'intention plutôt que depuis les objectifs, avec un partage au monde qui est aussi transparent que possible en fait sur là où on en est dans notre intention. Et donc ce serait théoriquement possible en fait qu'on touche une limite où ben, non, en fait personne ne rebondit sur ce partage au monde. Bon, ben, on questionnerait notre intention en fait. On se dit ah ok, c'est que ça devait pas être bien ajusté cette affaire. Comment est-ce que qu'est-ce qui était désaligné dans l'intention qu'on a posée et quel est le message que ça nous envoie? Voilà, donc si limite il y avait, je les prendrais comme message, quel est le message qu'il y a derrière. Il y a quand même, quand tu m'as posé la question, le premier truc qui m'est venu, c'est, ah mais oui, mais en fait, c'est pas complètement exclu que le gouvernement, enfin l'État au sens large, nous empêche dans les années qui viennent d'instruire nos enfants à la maison comme on le souhaite. Aujourd'hui, nos enfants sont déscolarisés depuis assez longtemps, enfin depuis 10 ans à peu près. Euh, Là, notre aîné vient de reprendre une scolarité au lycée à distance, mais les deux autres sont complètement déscolarisés. La loi a beaucoup évolué ces dernières années là-dessus, jusqu'à quasiment interdire, hein, donc en tout cas restreindre énormément. C'était une liberté, c'est plus une liberté, quoi. Maintenant, c'est soumis à l'autorisation de l'État. Euh, et c'est révocable chaque année ou renouvelable chaque année. Donc ça, effectivement, limite, ben, du coup, je ne me suis pas confronté à cette limite-là, parce que ben, j'ai fait en sorte de cocher les cases malgré tout et qu'on puisse rester dans le petit interstice qui reste. Concrètement, on envisageait de quitter la France, en fait, si la liberté nous était réellement refusée. Enfin, si ce choix nous était réellement refusé. Donc là, même si c'est une limite un peu théorique, bon, ben, on contourne, quoi, puis, on va faire autre chose, hein. Si on veut pas de nous ici dans nos conditions, bah, on va habiter dans un pays où ça nous honore en fait. Et en tout cas, en France, ça nous honorerait plus d'habiter en France si c'était très vraisemblablement, ça nous honorerait plus d'habiter en France si c'était le cas, quoi, si c'était interdit. Ouais, merci pour ça. Il y avait plein de branches à ta réponse. Du coup, j'avais cette question qui me venait. En fait, à l'endroit où tu exprimes cette puissance et où on peut se mettre d'accord, même si c'est de façon subjective, sur un constat de ce que tu appelles l'hyper vide ou ce qu'on pourrait qualifier d'autres façons. Mais en tout cas, à l'endroit où tu exprimes cette puissance, est-ce que du coup, tu es sorti de l'endroit où la concurrence existe ou pas? Professionnellement, tu veux dire? Ouais, même, enfin, je veux dire au niveau de l'être, mais professionnellement principalement, mais il y a quand même Ah plein oui, de complètement, oui. déclinaisons à cette concurrence. Hmm. Ok, ah oui, bah alors, oui, complètement, oui. Oui, ça me fait même rire, hein, de me dire, ah bah oui, 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 ça fait un bout de temps. Mais ça même avant de libérer les blessures, en fait, hein. Ça fait très longtemps que professionnellement, je sais plus de qui je tiens ça, mais quelqu'un m'a dit, il faut être vraiment sacrément riche et sacré avancé sur son marché pour se permettre d'avoir des concurrents.
en gros, Microsoft peut se permettre d'envisager avoir des concurrents. Tous les autres plus petits, ils ont des gens qui contribuent à la même cause qu'eux, qui ont quelques similitudes, mais en fait, qu'une part blessée pourrait prendre pour des concurrents, mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas tout à fait la même cible, c'est pas tout à fait le même service, c'est pas tout à fait les mêmes clients, ce que j'appelle des clients de cœur, c'est-à-dire vraiment des clients avec qui ils adorent bosser, qui sont parfaitement adaptés à leur service, etc. Et donc, moi, je bosse principalement pour des TPE, PME, si on veut, quoi. Très rarement pour des grands groupes. La quasi-totalité des TPE et PME qui viennent me voir et qui me disent «Ah, je voudrais me différencier de mes concurrents». Bon, ça me fait rigoler, je leur dis pas tout de suite, et puis voilà, quelques rendez-vous plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont naturellement différenciés de leurs concurrents, que ça n'a juste aucun intérêt d'aller voir leurs concurrents. Enfin, d'aller même regarder ce que font leurs concurrents, enfin, peut-être pour le plaisir intellectuel, quand même. Mais que ce différenciation, cette différenciation par rapport à des concurrents vient d'une part blessée, qui est souvent une peur de perdre, une peur de manquer, une peur de pas être à la hauteur, une peur d'être jugé, enfin, un truc qui est pas très souvent. Ça, c'est dans le monde business, là où j'en suis de mon système de croyance, quoi. Dans le monde perso, la question peut se poser, hein, la concurrence dans le couple, par exemple, etc. C'est des questions qu'on s'est posées, hein. Avec ma femme, on ne s'est pas juré fidélité, on s'est juré de mériter la fidélité de l'autre. Donc c'est beaucoup plus engageant, en fait. Et ça pose la question, en fait, hein, de est-ce que je suis fidèle, est-ce que je suis pas fidèle, euh, parce que c'est du coup une ramification possible de la concurrence. Voilà, bon, on a été euh, bousculé à certains moments de notre vie de couple par ces sujets-là. Ça a été hyper beau à chaque fois de voir, waouh, ce qu'étaient les parts blessées qui étaient en jeu. On a dans notre code d'honneur le fait de se partager nos parts blessées quand elles se manifestent, ouais, et de le partager sans attendre. Notre code d'honneur, c'est-à-dire ne- notre charte de couple, hein, ça paraît lunaire pour beaucoup de gens à qui on en parle, qu'on ait une espèce de charte de couple, mais nous, ça paraît évident qu'en fait, on ne sait pas faire sans ça. Donc c'était très beau à chaque fois. Mais est-ce que je rangerais ça dans concurrence? Ben non, non, enfin, c'était pas du tout de cet ordre. Euh, voilà ce qui me vient sur la concurrence. Ouais. J'entends, en fait, si tu veux, pour aller encore sans doute un peu plus loin sur cette thématique, le fait d'embrasser sa singularité, ça fait disparaître le fait de devoir prendre un costume déjà préparé d'avance et de se battre pour celui-ci alors qu'il y a d'autres personnes qui le veulent. Mm. Oui, oui, effectivement, dans le monde, nous, c'est vrai qu'on est très étranger au monde de la conformité, hein. On a mis du temps, moi j'ai mis presque 40 ans à me rendre compte en fait que c'était pas mon monde. Euh, c'est à peu près le moment où j'ai reconnu en fait que ma vibration la plus profonde, puissante, c'était une vibration de singularité. Et je pense pas qu'on soit tous câblés avec une vibration profonde de singularité. Je pense qu'il y a des êtres humains qui ont aussi une vibration profonde de conformité, que c'est leur vibration dominante, et que c'est tout à fait OK, hein. Je me suis juste rendu compte que bah, c'était pas la mienne. Et, euh, et donc à aucun moment je n'accepte aujourd'hui de me conformer si ça ne m'honore pas. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me conforme pas. Et je choisis par tous les moyens possibles en fait de reconnaître, observer et honorer ma singularité. Et là, effectivement, je te rejoins complètement, hein. Dans ce monde de la singularité, il y a autant de singularité que de personnes qui vivent la singularité. Cette histoire de concurrence n'a plus aucun sens. Dans un monde qui vive la conformité, oui, ça a peut-être plus de sens, mais en fait, je ne sais même pas, je connais pas ce monde, en fait. Je connais les conditionnements que j'en ai reçus, mais j'appartiens pas à ce monde, quoi. Donc, enfin, ça m'est totalement étranger, en fait. Je ne comprends pas. Et j'arrive intellectuellement à me représenter la mécanique de ces conditionnements, puis je les ai portés pendant tellement longtemps que je les vois, mais ça m'est vraiment complètement étranger, quoi. Ça me donne envie de C'est ce te qui me- poser la question, à quelle tribu tu te sens appartenir? Est-ce qu'il y en a une malgré tout? J'imagine que c'est ta famille, mais ça peut être autre chose. Et il peut y en avoir plusieurs aussi, éventuellement. Ouais, alors hyper clair que pour moi, la famille de sang est assez. Enfin, c'est un lien. C'est pas anecdotique, mais en tout cas, euh, le, la famille de sang est surtout un vecteur de transmission de parts blessées. Ouais. Euh, et bon, ce qui n'est pas le plus cool, quoi. Voilà. Donc,
Donc le lien que j'ai avec ma famille de sang est teinté, est coloré de cette croyance-là. Donc je me sens peu d'obligation vis-à-vis de ma famille de sang. J'ai fait un travail qui m'a demandé pas mal d'énergie pour aller transformer la relation avec mes parents, de faire passer une relation parent-enfant et même une relation assez blessée où j'étais en partie le parent de mes parents à une relation adulte-adulte. Donc depuis que j'ai fait ce travail-là, c'est beaucoup plus souverain et, et beaucoup plus sans attente pour moi vis-à-vis de ma famille de sang. Sinon, non, moi je crois en une forme de famille d'âme. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais effectivement, je me connecte beaucoup plus facilement à des gens qui ont l'élan d'honorer leur singularité, qui vibrent leur singularité et qui les manifestaient un peu beaucoup passionnément. Bah, souvent pas du tout, j'ai un peu plus de mal à me connecter à eux. Qu'il y a des gens qui vibrent profondément la conformité. La- Et donc il y a quelques terrains de jeu, il y a quelques endroits, séminaires, etc., où waouh, je me suis reconnecté à cette famille-là. Me dire, oh, enfin, ça me fait pleurer hein, d'y repenser. Ouais, là, je me reconnecte au soulagement que ça a été, quoi. 2017 à peu près, euh, où je reconnecte avec des gens que je connais de nulle part. Hmm. Ah oui. C'est marrant, j'avais pas revisité ces moments depuis longtemps. Ça a été les moments où j'ai eu l'impression de, pour la première fois de ma vie, déposer mon sac à dos. Hmm. C'était à En quelle occasion, du rencontrant coup? Florent, pardon, ouais, c'était dans les séminaires américains de formation, D'accord. des séminaires que la plupart des Français ne supportent pas ou méprisent, parce que c'est un peu youpla boom, quoi. C'est techno à 8 heures du matin, et avec tout le monde qui danse les mains en l'air, etc. Euh, mais ces séminaires ont la qualité d'honorer la singularité des gens. Je suis même pas sûr qu'ils en soient conscients, en fait. Euh, Parce que ce qu'ils proposent, c'est une forme de conformisme, finalement, mais en tout cas, un conformisme qui correspond à pas mal de gens qui vibrent à la singularité. Et, euh, et donc, ouais, ce soulagement ah, enfin, oh, enfin, je peux respirer. Enfin, je peux tomber les masques. Je peux lâcher mon sac à dos. Ah, je peux m'asseoir au coin du feu, tirer une bûche, là, m'asseoir dessus et discuter avec des gens qui me comprennent, même si je les connais pas. Même si, en fait, on parle pas la même langue. Et, euh, et enfin, il y a de la place pour l'ovni à l'intérieur de moi, quoi. Waouh. Oh, qu'est-ce que c'était bon ça. Et donc j'avais déjà vécu ça, mais juste en tête à tête quoi, avec Florence. Et le fait de le vivre en collectif, ça a été un début d'un chemin juste incroyable, quoi. Bah, de reconnexion à la puissance. En fait, j'ai commencé à reconnecter à ma puissance à ce moment-là. Donc ça, grosso, c'est pas des gens avec qui toi, j'ai pas l'impression que dans mes zones de génie, elle fait de rester en lien. Donc c'est pas spécialement des gens avec qui je reste en lien. Je sais pas trop faire. En tout cas, j'ai pas encore trouvé le mode opératoire qui me convenait pour ça. Euh, Par contre, c'est des gens avec qui j'ai eu un lien d'une intensité dingue pendant quelques jours, quoi, que je crois jamais avoir eu avec ma famille de sang, en fait. Tu vois. Euh, Malgré tout ce que j'ai pu vivre d'hyper cool, hein, de très sympa et de très proche avec ma famille de sang. Donc ça, très bon. Et c'est ce qu'on nous dit, enfin, c'est les dirigeants qu'on accompagne en groupe en particulier, ils nous disent, oh,
waouh. Et puis on accueille l'été, là, on accueille des chantiers participatifs chez nous dans la montagne. Et les gens nous le disent, hein, ils viennent, ils disent, ah, c'est dingue. Je peux être complètement moi-même au-delà de ce que j'avais imaginé dès la première minute. Ouais. Je sais pas ce que vous avez fait, ce qui se passe, mais oui, c'est ça. Bah, on crée le cadre pour permettre ça. C'était une belle question, ça. Merci beaucoup. Bah, c'était une belle réponse, merci beaucoup. Euh, Il y avait un sujet qui est peut-être, je sais pas trop comment l'aborder. Si tu veux, sur cette chaîne, on a quand même pas mal exploré les étiquettes qui correspondent à des particularités de fonctionnement, surtout neurologiques. Mais en fait, finalement, derrière tout ça, moi, j'y mets d'autres choses. C'est la façon dont on en parle de façon consensuelle, les mots, les acronymes, etc. Quel est ton rapport aux atypies, toi? Est-ce que tu es allé fouiller un peu de ce côté-là? Est-ce que tu l'as fait pour toi, pour tes enfants, pour tout le monde? Et qu'est-ce que tu en retires? Mm. Bon sujet. Le seul mot, je crois, qui me parle dans ce monde des troubles 10, de l'atypie, c'est la notion de zèbre, en ce sens qu'il n'y a pas deux zèbres qui ont les mêmes rayures. Donc j'aime bien cette métaphore. Effectivement, il n'y a pas deux personnes qui vivent la singularité, qui ont la même singularité. Euh, Ceci étant dit, donc j'ai été très inconfortable avec toutes ces étiquettes pendant très longtemps. Non pas que je les trouvais, enfin, tu vois, les étiquettes genre haut potentiel, etc. Ben, elles vont chercher des parts d'ego souvent, enfin, en tout cas où ça fait référence à des sujets auxquels l'ego peut se raccrocher. Donc ça, je trouvais pas ça quand même très fin comme vocabulaire. Et puis je trouvais que c'était surtout très incomplet tout ça. C'était à chaque fois très parcellaire. Jusqu'à ce que je trouve cette clé de en fait, vibration de singularité, vibration de conformité. Ça, c'était il y a 2 ans. Quand j'ai trouvé cette clé, je me suis dit, putain, mais en tout cas, moi, ça me parle à fond ce truc-là, quoi. Et ok, en fait, euh, il existe deux familles, voilà. Et j'ai eu du mal à arriver à ça pendant longtemps. Je me disais, non, non, il existe une seule famille, c'est la famille de la singularité. En fait, et ils sont tous plus ou moins conformés, quoi. Ils sont tous plus ou moins conditionnés. Mais la famille de la conformité n'existe pas en réalité. Non, là j'en suis revenu, enfin, je suis assez persuadé aujourd'hui qu'il existe réellement deux familles et qu'il n'y a aucun jugement. En tout cas, moi j'ai aucun jugement sur une famille ou une autre. Je sais pas, moi, il existe des mammifères, il existe des poissons. Bon, bah, juste deux familles, quoi, et voilà. Et c'est ni bien ni mal d'être un mammifère ou un poisson, c'est juste pas pareil. Il existe une famille effectivement qui est plus présente que l'autre, qui est la famille qui vive la conformité, en tout cas j'ai l'impression. Et du coup, nous baignons dans un univers qui est induit par cette famille-là. Et donc, ça a la conséquence que les familles, enfin, la personne qui habite, qui appartiennent à la famille singularité, ben, ont vécu depuis leur enfance vraisemblablement dans un monde de conformité. Euh, et ça veut dire que ces personnes-là ont subi des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'injonctions de conformité. Euh, et ça, je pense que c'est pas super respectueux. Voilà. Autant le fait qu'il y ait deux familles, c'est tout à fait OK. Autant le fait que les enfants de la singularité soient contraints de subir les injonctions de la famille conformité, ça, j'ai un peu plus de mal. Voilà, et en ce qui concerne ces étiquettes, j'ai juste l'impression que c'est des étiquettes qui ont été construites par la famille conformité pour essayer de comprendre à quoi ressemblait ces spécimens peu faciles à décrypter de la famille singularité. Et du coup, bah, forcément, c'est des étiquettes conformistes. Enfin, et donc, elles sont partielles, etc. Bon, bah, ok. Ça peut être pratique sur certains aspects, ça peut être aussi enfermant sur pas mal d'autres. Donc, nous, on a découvert ces étiquettes-là, ce monde-là, par l'intermédiaire de notre fils qui, a 4 5 ans, avait des syndromes autistiques assez marqués. Euh, donc, on n'était pas du tout conscient de cette histoire de singularité conformité à ce moment-là. On a exploré avec des outils plutôt du monde de la conformité, donc des tests, des trucs comme ça, des neuropsies qui rétrospectivement, à mon avis, la personne appartenait franchement à la famille de la conformité et pas du tout à la singularité. Donc, à la fin du process, on s'est dit, oh, mais, ça n'a aucun sens en fait, ça n'a vraiment aucun sens. Tout ce qu'on nous a dit, là, on a fait des batteries de tests. Ce sont des tests faits pour des enfants qui sont complètement scolarisés, le nôtre l'était pas. Enfin, je voyais bien, mais je voyais un billet à la seconde quoi, dans le test. Je me disais, ah ouais, on en tire des choses de ça là. Bon, ça nous a quand Des même mis le pied à l'étrier sur le statistiques. fait.
Ouais, des profils atypiques. On s'est dit, ah oui, atypique, bon, on allait creuser. Ah, puis là, on a vu effectivement dans les définitions des profils atypiques, on dit, ah oui. Et puis il y a deux, trois personnes au passage qui nous ont dit, bah de toute façon, oui, il est atypique, vu les parents qu'il a, c'est quelqu'un qui est atypique, quoi. Comment ça, vu les parents qu'il a? Bah, vous êtes atypique. Ah bon? Mais, mais non. Mais si, renseignez-vous, vous verrez. Donc oui, on s'est renseigné, on a vu, ah bah, ça a rien à faire, c'est forcément à faire. Oui, d'accord, oui. Voilà. Donc on a fait notre petit chemin là-dessus, mais pas pour s'y enfermer, pour plutôt monter sur cet escabeau, que de se coincer dans les pattes de l'escabeau. Mon fils aîné a été diagnostiqué dysorthographique. Bon, ça lui permet des aménagements dans ses examens. Mais en fait, est-ce qu'il est dysorthographique ou est-ce que juste on a merdé notre école à la maison et qu'en fait, juste on n'a pas fait ce qui était pertinent pour lui, bah, c'est pas clair, quoi. Enfin, c'est pas clair du tout. Ouais. Euh, voilà ce qui me vient sur ces sujets-là. Donc on est à la fois en paix, voilà, on met en perspective ces grilles de lecture-là. C'est intéressant d'en être conscient et puis intéressant de les mettre à leur juste place, quoi. Voilà, Hmm. ce sont des clés de lecture qui viennent du monde plutôt conformiste. Ok, Ouais, c'est cool. c'est la façon dont le monde normal perçoit et trouve des cases pour ceux qui n'en ont pas. Après, ça peut être soulageant quand on n'appartient à aucune tribu à un moment donné de faire une escale. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, Oui, oui, c'est ça. Le monde des atypiques, ouais, génial. Ravi, j'en fais partie. Je suis ravi. Mais c'est vrai que quand je croise quelqu'un, à peu près moins de 4 secondes et demie, je peux savoir à quelle famille il appartient. Et ça ne veut pas dire que je vais être en relation avec lui, ça va sans doute influencer le type de relation que je vais avoir avec lui. Euh, mais c'est OK. Hein. hmm. Bah, du coup, de mon côté, moi, ça a attiré mon attention et donc j'ai passé du temps et j'en ai tiré une sorte de petite carte grille de lecture personnelle inspirée de différents géants sur lesquels justement moi aussi je suis allé me jucher pour voir le monde différemment. Et j'en ai tiré une grille de lecture que j'appelle, je m'auto-qualifie de décalé de naissance, bien qu'aujourd'hui c'est plus trop ce que je ressens. Mais j'ai mis ça là-dessus et je parle d'endroit de conscience principal et en gros le monde de la conformité, c'est des gens qui ont réussi à ne pas tomber dans leur cave de questionnement existentiel, mais qui sont restés là où l'attention soutient le fait d'appartenir au même monde et de d'avoir un sentiment d'objectivité, de vivre tous la vraie vie, tu vois, de tuer cette singularité justement dans ce qu'elle a de vertigineuse. Donc l'endroit de conscience principal des personnes, ça va être de rester sur ce plancher alors que il y a une petite cave qui est sous leurs pieds mais simplement ils ont pas envie d'y aller. Et pour dans mon vécu, un décalé de naissance, c'est quelqu'un qui a pas pu tenir sur le plancher, qui est tombé dans sa cave et qui a un endroit de conscience principal au niveau justement plutôt de la solitude, de sa différence, de sa difficulté d'appartenance et de sa certitude d'être à la fois innocent et coupable, puisqu'il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Donc il sait pas ce qu'il a fait, mais il pense qu'il doit le mériter. Voilà. Bon. J'ai fait un rapide trajet de ce côté-là. Vaste, vaste sujet. Dans la métaphore que tu utilises, il y a cette notion de cave que j'ai du mal à pas voir comme péjorative. Euh, Bah disons, euh, je peux m'expliquer un peu dessus. Ça te ouais, va? fais comme chez toi. C'est un Juste pour dire, cette cave, pour moi, justement, oui, c'est un peu péjoratif parce que c'est un endroit de chute, c'est un endroit de souffrance, en tout cas comme je l'ai vécu. Et le truc étant, c'est que c'est une illusion d'être dans la dimension de l'être alors qu'on est simplement dans le mal-être coincé entre le monde des autres et son monde à soi, qu'on n'a pas encore ouvert. Et donc, du coup, c'est pour ça, c'est une sorte de sas, en fait, un peu cette cave, mais on peut y rester longtemps. Voilà. Ouais, oui, j'entends ça. Bah, je sais pas, moi je vois que cette singularité est rarement accueillie. Donc, cave ou pas cave, effectivement, la singularité chez les enfants est très rarement accueillie. Quasiment aucune famille n'est, même dans les familles dont les parents sont singuliers à fond, en fait, la plupart du temps, c'est une singularité contrariée parce que eux-mêmes sont issus d'une famille dans laquelle cette singularité a été peu accueillie. L'école, en tout cas en France, puisque là on enregistre ça en France, ben, l'école, dans la quasi-totalité des cas, en fait, est totalement inadaptée pour accueillir la singularité. Hein. Donc elle va justement accuser les enfants d'être inadaptés à l'école. Enfin, bref, je crois que c'est pas un scoop.
Les études supérieures, pareil. Les entreprises sont tout à fait inadaptées pour l'immense majorité à accueillir la singularité. C'est peut-être là où ça bouge peut-être le plus en ce moment, enfin, bien avant l'école, quoi. Euh, donc cette singularité-là, bon, mais elle est pas accueillie pendant très longtemps et c'est effectivement source de souffrance pour énormément d'enfants. Ça a été source de souffrance inconsciente pour moi. Enfin, quand je revisite ce que j'ai vécu, là, oh, effectivement, j'ai dû sacrément me conformer, quoi. Euh, euh, Puis il y a un moment où ça sort. Mais je pense que tout le monde n'a pas hein, cette singularité. Enfin, là où j'en suis, là où on en est de nos recherches, le... euh, je crois que tout le monde ne l'a pas et c'est OK, quoi. Et c'est pas juste qu'elle est masquée chez tout le monde. Euh, et où est-ce que je voulais en venir? Oui, un moment où on s'en sort, je trouve intéressant de voir les mouvements qui émergent, soit les approches qui permettent d'assumer sa singularité, enfin, c'est-à-dire de dissoudre, enfin, de pétrir, enfin, de contourner ou de dissoudre purement et simplement les parts blessées qui empêchent d'assumer sa singularité. Soit, je trouve aussi intéressant de voir le bruit qui est fait aujourd'hui autour des parts blessées qui ont un peu plus le droit de s'exprimer tel quel. Euh, donc surtout le mouvement woke en général, quoi, pour caricaturer un peu. Ça me semble pas hyper souverain, mais en tout cas, c'est au moins intéressant qu'il y ait un peu de place qui soit fait à ça. Je trouve intéressant aussi qu'il y ait plus de place qui soit fait aux manifestations des parts blessées, entre autres les agressions sur les enfants. Euh, ça va dans un sens que je trouve un cran plus respectueux. Sachant qu'on part d'assez loin quand même sur le sujet, là, ça c'est vertigineux. Oui. Hmm. Ouais, c'est mieux. Comment va ton appartenance à l'humanité aujourd'hui? Comment va mon appartenance à l'humanité aujourd'hui? Euh, ben, mon appartenance à la famille de la singularité va bien. Euh, Elle est joyeuse. Alors, je vois aussi que je vois qu'une bonne partie de cette famille de la singularité souffre de cette singularité. Je vois qu'une partie aussi importante de cette famille de la singularité a peur, une peur panique de la direction dans laquelle on va. Je me relie plus à cette peur. Enfin, comme depuis que j'ai intériorisé ma fourniture de sécurité, ben, je ne sais plus avoir peur en fait de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Depuis que je sais qu'en fait l'avenir c'est ce que je vibre à l'instant T, ben, je n'arrive plus à avoir peur en fait de l'avenir. Donc ça, c'est en ce qui concerne mon rapport aux personnes qui vivent la singularité, enfin, la partie de l'humanité qui vit la singularité. La partie de l'humanité qui vit la conformité, je suis à côté, quoi. C'est-à-dire que je construis ma vie, je choisis plutôt que je subis. Effectivement, c'est cette partie de l'humanité a très envie de m'imposer par tous les moyens possibles ses croyances, son agenda, son tempo, ses ascenseurs émotionnels. Euh, je me sens vraiment plus beaucoup concerné, quoi. Euh, le- donc ça peut donner l'impression de l'extérieur, peut-être une forme d'insensibilité. Parfois, j'entends que ça peut être ça. Je sais pas si on me le dit, mais en tout cas, je vois bien que je suis beaucoup moins activé que beaucoup d'autres sur ce qui se passe en général dans le monde, quoi. Alors que j'ai été très activé pendant très longtemps, et puis je me suis pas mal renseigné hein, sur ce qui se passait et sur ce qui pourrait se passer. Là, j'ai pas mal, j'ai beaucoup de compassion pour les gens de la famille Singularité. Euh, et je me réjouis en pleurer à chaque fois que je vois une personne de cette famille se mettre debout. Du coup, là, ça me fait pleurer parce que j'y pense. Et ça. Et puis une fois absolue dans ces points de bascule, cette théorie du centième singe, etc. Comme quoi, en fait, une poignée de. C'est toujours les gens de la famille singularité qui ont changé le monde, en fait, depuis toujours, quoi. C'est évidemment pas les gens de la conformité, de la famille conformité qui ont changé le monde, c'est pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible, quoi. Et donc, et je sais que c'est à chaque fois des poignées de gens de la famille singularité qui ont changé le monde. Et j'ai une foi absolue, quoi, dans cette famille-là. C'est juste, il y a des moments où elle a un peu plus de place que d'autres, il y a un moment où elle s'exprime un peu plus que d'autres. Et là, cette famille a accès depuis quelques dizaines d'années à des outils qui sont d'une puissance juste colossale, quoi.
de pouvoir créateur qui est dingue. Enfin, ça fait des milliers d'années qu'on n'a pas eu accès à des trucs aussi puissants que ça. Je sais même pas si on a déjà eu accès. Donc ça me laisse assez optimiste. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Comment va mon appartenance à l'humanité? Ouais, j'ai écouté ta vidéo sur quelqu'un qui se jugeait, enfin, qui en gros appartenir à l'humanité, au bon côté du manche, quoi, à l'humanité blanche, etc. Euh, j'ai bien aimé ta réponse. Et que c'est une identité en fait aussi de se juger pour ça. En tout cas, si je résume ce que j'ai compris de la réponse. Et, bon, je suis pas trop là-dedans. Ouais. Je trouve ça dommage. Ouais, peut-être dernier point. J'ai une pointe ouais, de tristesse quand je vois autant de personnes qui vibrent la singularité euh, se mettre en résistance, en mode combat, en mode guerrier, lutter contre. Parce que j'ai la conviction intérieure que ça sert à rien en fait. Hein. Ça sert à rien. Et ça renforce même le truc. Ceux contre lequel on lutte. Enfin, ça renforce l'égrégore, quoi, à fond. Mais ça, voilà, c'est mon système de croyance. Et du coup, je me dis, ah, ok, je vois depuis où ils font ça, hein, je vois depuis quelle part blessée ils agissent, avec quelle énergie ils investissent. Et je me dis, c'est un peu con, là. Bon, ok. Et c'est leur chemin. Moi, Et c'est ok, voilà. Voilà ce qui me vient, je pense que j'ai fait partie pendant un moment de ces personnes-là, peut-être. Ouais. Plus du tout, aujourd'hui. Ça fait, Voilà. c'est, c'est, euh, c'est différent pour toi de vibrer ou de d'utiliser son énergie contre et d'utiliser son énergie pour. Pour toi, ça fait une grosse différence si je traduis ce que je reçois. Mais c'est pas pour le. C'est à côté en fait. Enfin, pour moi, il existe le type d'entreprise qu'on a créé, Flo et moi, le type d'endroit dans lequel on habite, c'est ni pour ni contre ce que font les autres. Hein. C'est juste à côté, c'est complètement atypique. On habite au fin fond des montagnes, au milieu d'une châtaigneraie magnifique. On habite là où les gens vont en vacances en fait, mais dans un endroit qui est un peu reculé, ce qui fait qu'on n'est pas trop envahi par les gens qui viennent en vacances quand ils viennent à Tournoi, s'ils viennent être nombreux. C'est un chemin qui est à côté. Voilà, je lutte pas contre l'école. À aucun moment je lutte contre l'école. Bon, mais je crée une forme d'école pour mes enfants à côté. Et à aucun moment j'en veux à personne en fait de mettre ses enfants à l'école ou à aucun moment j'en veux aux enseignants d'être démotivés ou de ne pas réussir à susciter la moindre once de passion chez leurs élèves. Si je prends évidemment des exemples caricaturaux, le, ok, c'est leur chemin, c'est leur vie, c'est leur choix. Moi, je choisis de pas subir ça. Parce que si je le vis, en tout cas, je considérerais que je subissais, que je subirais. C'est pas très français ce que je dis. Je construis le truc à côté. Et puis, je nourris les initiatives à côté que je croise et qui m'inspirent et qui résonnent pour moi. Et avec l'argent qu'on a, avec les outils qu'on a, avec l'énergie qu'on a, avec la portée qu'on a, et l'audience qu'on a aussi, je nourris ça. Euh, voilà, je sais pas, enfin, Gandhi, ça fait partie de mes géants. Je suis pas un hyper spécialiste de Gandhi, mais en fait, oui, enfin, il a mis des limites, mais j'ai pas tant que l'impression, il a pas lutté si contre que ça, en fait. Il a construit son truc à côté, même si effectivement, bon, comme il se faisait taper dessus, on peut dire, bah là, il lutte contre, quoi, il résiste. Ouais, non, j'ai quand même l'impression qu'il a construit son truc à côté, quoi. Et qu'il y avait une apparence de c'était contre, mais c'était pas si contre que ça. Voilà ce qui me vient, et c'est sa phrase, en fait, je vis le monde que j'ai envie de voir s'épanouir, quoi. Je sais plus exactement quelle est sa citation, mais j'incarne, enfin en tout cas j'essaye, quoi, matin, midi et soir, d'incarner un truc qui ressemble beaucoup au monde que j'ai envie de voir advenir. Et sans trop de compromis en fait. Quitte à ce que ce soit coûteux, quitte à ce que je sois rejeté par... je suis pas très bon pour rester en lien, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai perdu de vue quasiment tous les amis que j'avais dans les phases précédentes de ma vie, en fait, parce que effectivement, les choix que j'ai faits, les changements d'aquarium que j'ai faits ont été un peu radicaux, ouais, et que j'ai pas su ou que ça n'a pas été vraiment possible de garder le lien dans ces situations-là. Bon, voilà, ça peut coûter ça. Euh, ouais, donc c'est même pas lutter pour ni contre, quoi. C'est pas lutter, c'est faire. Moi, je suis très sensible au mode magicien. Moi, notre société, je trouve, est très pétrie de mode guerrier.
à fond, quoi. Justement, lutter, se battre, tout ça. C'est un vocabulaire qui m'a quand même toujours été étranger, mais je l'ai utilisé pendant un temps, faute de mieux, quoi. Moi, je suis persuadé qu'on a, enfin, en tout cas que j'ai, toujours j'essaie de parler au jeu plutôt qu'au nous. Je suis persuadé que j'ai accès à un mode magicien. Je suis persuadé que l'être humain, en fait, est équipé d'un mode magicien aussi, entre autres, d'un mode explorateur. Mais mon préféré, c'est le mode magicien, quoi. C'est un mode qui est dans la fulgurance, qui a accès au changement de réalité instantané, hein, au non-effort absolu. Et donc, c'est un mode qui a été brûlé vif pendant pas mal de centaines d'années quand même. C'est un mode qui est dévalorisé aujourd'hui parce que enfin, ne rien faire, c'est associé au branleur en fait juste et qui est pas très valorisé dans notre société. Mais c'est un mode d'une puissance dingue, quoi. Et, euh, et donc moi c'est un mode que j'ai activé depuis que j'ai bossé sur mes blessures. Et c'est un mode dans lequel je suis la quasi-totalité de mon temps maintenant. Hmm. C'est un mode qui se travaille, hein, en conscience comme les autres modes. Voilà, une autre contribution au monde, c'est de permettre à d'autres profils qui se reconnaissent dans une sorte de singularité, quoi, de reconnaître leur magicien et de l'activer pleine balle, hein. Euh, voilà ce qui vient. Et en faisant ça, ils luttent contre rien du tout, ils luttent pour rien du tout, quoi. Juste, ils manifestent leur magicien. Ça se passe à travers eux. Ouah, et eux, ils sont incarnés, hein. Enfin, ils sont dirigeants de boîtes relativement classiques, en fait, hein. Euh, la vibration de la boîte change quand ils déverrouillent leur magicien. Elle change à fond. Parfois, elle change de positionnement. Euh, et effectivement, c'est pas trop des gens qui vendent des mines antipersonnelles. Non, c'est pas trop ce genre de business-là, mais c'est quand même des business très classiques, quoi, et très incarnés dans la matière, dans le monde économique normal, quoi. Voilà, c'est pas que des sauveurs, entre guillemets. C'était quoi la question déjà? Oui, lutter pour, contre, etc. Non, incarner son magicien et lui laisser faire ce qu'il a à faire. Hmm. Voilà ce qu'il me dit. Je te remercie. J'avais une question qui me venait, c'est alors c'est un peu binaire comme choix, mais évidemment on peut aller taper à un endroit que j'évoque pas. Simplement, c'est pour faire. C'est quoi ton rapport à la solitude? Est-ce que plus tu es toi-même, plus tu incarnes cette puissance, plus tu te sens seul, ou est-ce que plus tu te sens connecté à des dimensions où quand même il y a du collectif, euh, il y a moins de solitude en même temps qu'il y a plus de solitude. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Je sais pas comment trop le formuler de façon claire, mais Hmm. j'imagine que t'es dessus. Ouais, ouais, je suis dessus. Bonne question. Je pense que le moment où je me suis senti le plus seul, ça a été dans la période avant. J'hésite à dire avant ma rencontre avec Florence ou avant ma rencontre avec la famille d'Am. Mais ça s'est joué. Il y a eu quand même quelques années entre les deux, mais je me suis senti seul, jusqu'à ma rencontre avec Florence, je pense, à part quelques exceptions dans ma vie, quoi. Enfin, vraiment, bon, j'avais des amis, j'avais une vie sociale normale, enfin, en apparence, ou en tout cas conforme, entre guillemets, quoi. Mais ouais, je me sentais vraiment seul. Et à partir du moment où j'ai rencontré Flo, je me sentais seul à deux. Donc j'avais trouvé euh, ma binôme, quoi. Je sais pas comment décrire. Il y a plein de trucs hyper perchés, mais auxquels je me relie pas du tout dans le monde ésotérique. J'avais ouais, ma sœur d'âme, si on veut, allez, disons ça comme ça. Mais autour, quel désert, quoi. Ils sont où les autres là? Et puis, euh, et puis à partir du moment où j'ai rencontré cette famille-là, oui, oui, là, depuis ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment que, en fait, nous sommes des millions à vibrer la singularité. Enfin, c'est innombrable. Et donc là, beaucoup moins seul. Ça ne m'empêche pas d'être solitaire, en fait. Enfin, c'est pas complètement pour rien qu'on habite dans les montagnes au fin fond du monde, quoi. J'ai peu de besoins. En tout cas, mis à part cette relation très fusionnelle avec Flo, qui n'est pas du tout anecdotique, hein, dans mes besoins d'être en lien. Donc fusionnel, enfin, on a quand même un schéma qui est assez particulier. Donc on habite évidemment ensemble, mais nos enfants étant pas scolarisés, notre aîné étant scolarisé à distance, on est tous les cinq, 24-24 ensemble, quoi. Avec Flo, on travaille ensemble, pas depuis qu'on est mariés, mais ça fait 4-5 ans qu'on travaille de plus en plus intensément ensemble. Aujourd'hui, les principaux accompagnements qu'on fait, on les fait à quatre mains. Euh, donc il y a cette fusion-là qui nourrit énormément mon besoin de lien. Au-delà de ça, je suis assez seul et ça me convient en fait. J'ai besoin de cet espace-là.
Il y a quand même régulièrement, je me suis demandé si c'était souverain ou pas cette affaire-là. Je crois que oui. Euh, j'ai eu besoin d'être guidé, donc j'ai eu besoin de géants. Ça, c'était une facette de la solitude pendant un moment où si je me sens en besoin de grandir en conscience et ou en compétence, je sais pas, ou d'aller révéler, tu vois, cette version de moi initiale, et que je sens que j'ai pas les bonnes personnes, là, ça a pu me mettre mal à l'aise par le passé. Aujourd'hui, beaucoup moins. Euh, voilà ce qui vient. Il y a des moments où j'aimerais bien rencontrer des gens qui vivent ce que je vis en transe. Enfin, euh, finalement, j'ai rencontré personne, je crois, qui vit exactement ce que je vis, enfin le genre de mode opératoire que je vis en libération. Et donc j'ai déverrouillé une capacité à aller, une fois que j'ai identifié une blessure, une part blessée, à aller la dissoudre. Ça me prenait 1 heure au début, puis une demi-heure, puis là maintenant ça me prend 1 seconde à peu près, quoi. Quelques secondes quand c'est long, quoi. T'as un sentiment de libération, souvent j'avais des convulsions dans le corps. Et bah, je serais content quand même de pouvoir échanger un moment avec des gens qui vivent ça, à cette intensité-là, à ce niveau de précision-là, à la demande. Voilà, donc j'accompagne un dirigeant en particulier aujourd'hui qui commence à avoir accès à ça. Euh, euh, je sais pas ce que j'ai induit chez lui, si c'est, je crois pas en fait d'ailleurs avoir induit grand-chose. Et donc, ben, tiens, on peut en parler. Je l'aide à identifier les sujets sur lesquels ben, il peut descendre. Et puis Flo aide, Flo a ce super pouvoir d'aider des gens à vivre ce genre de transmutation. Mais je crois que j'aimerais bien échanger un peu plus avec des gens qui sont autonomes sur ça, et j'en rencontre pas en fait. J'en cherche un peu, mais j'en rencontre pas. Donc j'échange beaucoup du coup avec des gens qui ont vécu des transmutations comme ça, des libérations, parce on en aide pas mal. Ça, c'est déjà très cool. Mais voilà la forme de solitude, c'est-à-dire la solitude dans ce qui est un peu à la pointe de mes recherches. Dans mon labo, je me sens un peu seul. Flo, elle a son labo juste à côté, on a nos terrains de jeu qui sont très connexes, mais pas tout à fait les mêmes approches. En fait, du coup, c'est pas si comparable que ça. Euh, voilà ce qui est bien sur cette question de solitude. Belle question, ça fait très très longtemps que je m'étais pas posé cette question-là. Bah, je te remercie pour ta réponse.